Bonsoir. La semaine dernière, on était à l'apéro Fransac. Et ce soir, on est invité au château de Carles, ici à Seillan. On est donc avec les heureux propriétaires du château. On va parler d'abord au papa, Stéphane. Présentez-nous un peu votre propriété. Alors, cette propriété, écoutez, elle est dans la famille de mon épouse depuis 1900. Et elle n'est naturellement pas sortie de la famille depuis. Elle a bien l'intention de continuer. Et donc, mes deux filles à côté de moi sont la génération suivante. Moi, je m'en occupe avec mon beau-père depuis mon mariage en 79. Et maintenant, je passe tranquillement les rênes à mes deux filles. Qui maîtrisent beaucoup de choses beaucoup mieux que moi et qui en tout cas partagent l'amour de vouloir développer la marque, développer la maison et la mise en valeur de cette unité architecturale qui est rare dans la région et à laquelle nous sommes extraordinairement attachés tous en famille. Vous pourriez nous présenter vos filles? Alors ma fille Éléonore aînée, qui est née en 82, si ma mémoire est fidèle. 80, pardon, excusez-moi. Et ma fille Oriane. Vous y étiez vraiment? J'y étais, j'étais juste à côté de. Donc, voilà. Et ma fille Oriane, qui elle. Est née en 82. Est née en 82 voilà. Et s'occupe à titre principal. Micro devant la bouche, s'il vous plaît. Et s'occupe à titre principal de Carles, Éléonore ayant gardé une occupation professionnelle première. Mais évidemment, elle est totalement impliquée aussi dans les opérations de la propriété. Alors, Éléonore, votre activité ici au sein du château, c'est quoi? J'aide principalement dans l'organisation au quotidien, enfin pas au quotidien d'ailleurs, plus c'est Oriane qui est vraiment les rênes au quotidien, mais dans l'organisation un peu derrière. Et puis de par mes fonctions marketing, j'aide aussi Oriane sur les aspects plus commercialisation. Oriane, aujourd'hui, c'est une soirée particulière. En quelques mots, c'est quoi? Alors ce soir, il y a deux choses. D'abord, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents, pour commencer. Bon anniversaire. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que pour la 3e année consécutive, on organise ce qu'on a appelé le festival musical de Carles, qui est donc un événement où on accueille le public pour une visite d'abord des chais, des installations, des jardins, une explication sur nos vins, ce qu'on en fait, dégustation, et ensuite on propose un concert avec des artistes de renommée internationale voilà, qui se produisent sur la scène qu'on a créée et qui est dans l'ancien chai du château. Et sur la propriété, votre activité principale, c'est chef d'orchestre? Alors, on a un directeur qui est chef d'orchestre. Moi, je m'occupe surtout des aspects communication et commercialisation. Voilà, et faire animer un peu le domaine et faire connaître le château de Carles dans la région. Alors Stéphane, votre château, vous faites. Alors il y a deux types de vins. Il y a le Haut Carles et le Carles. Alors le vin historique de la maison s'appelle le château de Carles. Et il s'appelle toujours le château de Carles, mais il se trouve que j'ai beaucoup d'amis qui sont à la fois des grands dégustateurs et des grands restaurateurs et qui n'étaient pas encore tout à fait satisfaits au début des années 80 de la qualité de ce qui se faisait ici et qui m'ont dit il faut faire mieux, il faut, etc. Et tout ça, de tout ça est née l'idée de faire une étiquette de prestige qui n'est pas une cuvée, hein, c'est une sélection parcellaire. Et comme on ne pouvait pas avoir deux noms de châteaux sur la même propriété, et qu'on ne pouvait pas non plus appeler le traditionnel château de Carles autrement, parce que la clientèle traditionnelle de l'époque n'aurait pas compris, donc on a trouvé un nouveau nom pour en fait, le produit phare de la maison aujourd'hui, qui est le Haut Carles, qui est un vin avec une étiquette dorée, et qui se compare... je dirais, plus que facilement avec les grands crus classés des régions voisines, que ce soit du Médoc ou que ce soit de la rive droite. Alors vous faites combien de bouteilles par an? On fait à peu près 80 à 100 000 bouteilles par an selon le millésime. C'est beaucoup ou c'est moyen? Bah écoutez, ça fait... non, c'est à peu près ce qu'il faut. Mais de toute façon, nous limitons le rendement des vignes pour faire des bons vins avec du raisin de qualité. Ça veut dire pas trop de raisin.
suffisamment pour qu'il soit mûr, homogène et sain au moment où on le ramasse et on va le mettre en bouteille. Pour conclure, cette année, ça sera un chouette millésime? Alors pour l'instant, nous avons échappé ici grâce aux soins diligents de la propriété au mildiou. Donc nous n'avons pas subi d'attaque de mildiou. Contrairement à l'année dernière, nous n'avons pas eu d'attaque de grêle. Et si vous regardez les vignes, elles sont magnifiquement mûres. Et pour vous donner un exemple, l'année dernière, qui était déjà un millésime très précoce, où on a vendangé à partir du 7 ou du 8 septembre, d'à peu près. Là, on va probablement le faire à partir de jeudi prochain, c'est-à-dire le 13 ou le 14. Mais avant ça, les vendanges de Carles commençaient généralement vers le 6 octobre. Ah oui. Donc on ne peut pas dire que c'est qu'uniquement le changement climatique, puisqu'il n'a pas été aussi vite. Mais on est aujourd'hui dans des conditions climatiques extraordinaires. Et de ce fait, les raisins ne sont pas attaqués par les pluies d'automne ou la froidure, et ils sont à l'optimum de ce qu'ils peuvent être. Oriane? Et très sain, j'ajoute. Voilà. Donc on va conclure, parce que maintenant c'est vous qui allez faire partir le spectacle? Alors c'est papa qui va s'en occuper, parce qu'il adore parler, ce qui n'est pas mon cas. Et puis voilà, j'espère que vous apprécierez le spectacle autant qu'on a eu de plaisir à l'organiser. Je vous invite aujourd'hui à faire connaissance avec Bruno. Bruno, c'est un artiste peintre qui est ici, présent pour cette soirée. Bruno, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes invité ici à présenter vos œuvres. Comment on peut qualifier vos œuvres? Alors ici, je présente des sculptures et des peintures. J'ai essayé de faire quelque chose de cohérent en lien avec ce magnifique endroit. Donc comme vous avez pu voir, c'est plutôt une thématique autour de la nature, dans les couleurs, les formes. Mais bon, c'est évidemment pas une nature telle qu'on peut la voir, puisque surtout ici, on n'a qu'à ouvrir les yeux et regarder par la fenêtre pour voir la réalité. Donc c'est une interprétation, c'est mon idée de la nature. Comment on peut le classer, votre style? Mais ça, alors là, j'espère qu'il n'appartient qu'à moi. En fait, je pense que l'identité est quelque chose de très important, et au fur et à mesure qu'on progresse, puisque moi je ne fais que ça chaque jour, là où je suis assez heureux, c'est de me rendre compte que j'ai cette identité. Et dans les choses qui n'appartiennent qu'à moi, notamment je pense qu'il y a le support, qui est un support original, qui me permet de faire des choses, comme vous avez pu le voir, qui sont parfois déformées, parfois rétro-éclairées, parfois sur miroir. Et en fait, moi, j'essaye de pas réfléchir. C'est pour ça que vos questions m'embarrassent, parce que là, pour le coup, il faut que je réfléchisse. Et je me suis rendu compte que moins je réfléchissais, mieux je me portais. Et par exemple, si je cherche à faire un trait droit, il est pas forcément. Si je veux le faire, il est pas forcément droit. Par contre, si j'y pense pas, la ligne, elle est là, quoi. Il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que en fait, moi, ce que je cherche, après avoir, parce que là, il n'y a qu'une partie de ce que je peux faire. Je fais des mobiles également. Et à travers le mobile, c'est l'équilibre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le mot le plus important pour moi, c'était ça, quoi, l'équilibre. C'est ce que je recherche dans ma peinture, dans ma vie, dans tout. Et c'est quelque chose qui est très précieux. Où c'est qu'on peut vous voir? Il y a un site internet? Oui, alors il y a un site qui est tout simplement mon nom, chipan.com. Il y aura une exposition en novembre à Paris sur encore un autre sujet qui peut peut-être vous concerner plus directement, parce que ça concerne l'information et comment on la reçoit et comment elle nous traverse. Mais bon, ça, j'ai rien amené, parce que là ça devenait trop compliqué, donc j'ai rien amené à ce sujet, donc je ne vais pas vous en parler maintenant. Mais je vous invite à Paris le 23 novembre dans une galerie qui s'appelle La Petite Semaine. La soirée se termine. On a la chance d'être avec les artistes. Nous avons donc Jennifer, on a Julien Dran, on a
Paul Gay, et puis alors là, c'est compliqué de dire. Maciej Pikulski. Voilà, merci. Alors, comment avez-vous trouvé la soirée? Très amusante. Non? Très agréable. Oui, ben, on a eu la chance d'avoir un public voilà, très réceptif et on a été très heureux de chanter dans ce chai magnifique et qui est une salle qui est vraiment, on aurait dit qu'elle était faite pour ça, pour faire des concerts. Et c'est une chance à chaque fois et chaque année qu'on organise ce festival, on est heureux de chanter là. Voilà. Et j'étais si contente de chanter avec Paul et avec Julien et Maciej. Alors, comment on fait pour construire un spectacle comme ça? Maciej. Eh bien, d'abord, il faut choisir les artistes. Il faut demander à des artistes qu'on aime bien et savoir s'ils sont libres. Et une fois qu'ils sont libres, on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent chanter et on construit un programme. Voilà. On leur dit il faut que chacun doit chanter 4 morceaux. Et après on minute le tout, chaque morceau de chaque artiste. Et si le compte est bon, on a le programme. Alors, quand on voit un peu votre feuille de route, votre CV, vous parcourez le monde, avion, bateau, train. Oui, c'est souvent oui, tout ça, avion, bateau, train, plutôt avion et train que bateau. Mais vous faites combien de concerts à peu près par an? entre 25 et 50, quelque chose comme ça. Et pour faire 25 ou 50 spectacles, ça demande combien de temps de préparation? Alors, en fait, on est en préparation permanente, on est toujours en train de se préparer sur des rôles, des nouveaux rôles, des anciens rôles qu'on répète, etc. En fait, on est mémoriser tous les mots. Et on a mémorisé tout ça. On l'a mémorisé, des choses qu'on a mémorisées il y a 10 ans. Il faut se le remettre dans la tête et tout ça. Donc, en fait, la préparation, c'est plus une forme de façon d'avoir conçu au départ sa formation, son métier et son éthique de travail. Et puis sur ça, on construit, c'est permanent. On n'a jamais de pause en fait. Parfois, on s'octroie 2 semaines de vacances, mais c'est rare qu'on puisse vraiment complètement décrocher. Voilà. Donc on est toujours en train de travailler. Tu as 3 semaines de vacances. 2. Ça, c'est un luxe. Voilà. Julien, vous êtes le local d'ici, parce que vous êtes de Bordeaux à l'origine. Oui. Et puis, un peu comme Jennifer, vous avez plutôt commencé à travailler du côté de sud de France. J'ai commencé les études de chant à Bordeaux et je suis parti assez vite par la force des choses. Sud de la France, sud-est. Mais en fait, on a eu la chance de pouvoir faire chanter Julien parce qu'il est d'ici, sinon il ne serait jamais venu. Non, je dis ça, non, mais en fait c'est un artiste immense qui chante partout dans le monde et tout ça, et là il me fait vraiment l'amitié de venir ici chanter, et effectivement, comme en plus de ça c'est sa région et tout ça, et que c'est l'été et tout ça, et ça lui fait, pour lui c'est un plaisir de venir là et de participer à la vie aussi musicale du... Il faut dire que quand on arrive là, qu'on ne connaît pas, je connais une partie de la région bordelaise évidemment, mais quand on arrive ici, l'accueil des gens, les collègues, fantastiques, incroyables, moi je suis très heureux d'être là, même si la soirée est très belle, drôle, mais intense aussi. Alors là pour cette soirée-là, est-ce que vous travaillez ensemble tout au long de l'année ou c'est des mariages occasionnels? Oui, c'est un mariage occasionnel. Non, mais en fait, on se connaît, on se connaît, on se reconnaît, on sait qu'on peut travailler ensemble parce que même si on ne travaille pas ensemble souvent, etc., on sait avec qui on a envie de travailler, avec qui on peut travailler. Et quand on est professionnel, ça se fait naturellement. On se rencontre, on fait de la musique et les choses se passent bien. Parfois, occasionnellement, ça peut ne pas bien se passer, mais en général, c'est une fois, et puis après, ça ne se refait pas. Il faut savoir que nous sommes des artistes internationaux, mais nous sommes peu de choses comparés à Jennifer Larmore, qui est une des plus grandes chanteuses du monde, qui a une carrière mondiale, que
tous les fans de l'opéra connaissent à travers le monde. Et c'est un grand honneur pour nous de pouvoir partager un moment de musique avec Jennifer. Ouais. Voilà. Alors, vous êtes pianiste. Moi, je suis pianiste. Vous avez fait à un moment donné explication de texte. Oui, j'ai expliqué un peu ce que je jouais. Oui. Alors, on commence à quel âge pour faire le piano? Alors, idéalement, vers 5-6 ans. C'est comme le violon. Et vous, pareil? Et moi, j'ai commencé violon à 6 ans et piano à 9 ans. D'accord. Et alors, pour les voix, comment vous faites? Vous avez un jour, vous dites, ah, j'ai une voix, et puis, comment on démarre? Ma mère me dit que j'ai chanté avant j'ai parlé. So, j'ai chanté toute ma vie et puis j'ai joué le flûte quand j'avais 12 ans. Et puis... D'où ce souffle. Oui. Bien entraîné, Et puis le chef d'orchestre me dit je pense que vous devez chanter parce que je n'avais pas joué le flûte très bien. Et puis c'était la seule chose dans ma vie que j'ai voulu de faire. Quand j'avais 10 ans, j'étais au Metropolitan Opera avec ma mère et j'ai vu toutes les lumières et le chef d'orchestre et tout l'orchestre et tous les gens comme ça. Et j'ai dit à ma mère, ça c'est la chose que je veux. Je veux faire. Je veux être sur la scène. C'est beau. Et ma mère me dit après, oh non. Et en ce moment, elle avait peur. Donc c'était un rêve d'adolescence alors. Oui. Même pas d'enfant. Même pas d'adolescent, Yeah. d'enfant. Ouais. 12 ans, 10 Alors, ans. si vous pouvez nous expliquer un peu les tessitures que vous avez. Moi, je suis un néophyte. On parle d'alto, on parle de ténor, on parle de... Jennifer, elle est la prima donna assoluta. Ce soir, elle a chanté mezzo, soprano, toutes les tessitures de... C'est vrai. Parce qu'elle est une mezzo-soprano, mais elle Alors, chante... mezzo-soprano, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire, soprano, c'est la voix aiguë de la femme. Mezzo-soprano, c'est la voix intermédiaire. Oui. Après, il y a contralto qui est encore plus grave. Mais en fait, quand on a le talent de Jennifer, elle a les aigus pour chanter les sopranos, elle a les graves pour chanter les contraltos. Donc elle fait, comme elle a fait tout dans sa carrière, maintenant elle se permet de faire la Traviata et Macbeth et tout ça, des choses qui sont censées être pour des voix différentes. Mais hop, voilà, c'est ça le talent, c'est ça le talent. Et voilà. Oh, merci. Mais les mezzos, on a les deux mondes, vraiment. Oui. On est moitié soprano, moitié alto. On peut avoir un exemple? Pardon? On peut avoir un exemple de votre... Je pense que le plus haut était mieux. Alors, pour vous... C'est devenu soprano. Et alors, Paul, vous êtes quoi, vous, exactement? Moi, je suis basse. Voilà. Basse baryton. C'est voix grave. Voix grave, voilà. Pour avoir un petit extrait. Voilà. Oh, j'adore ça. C'est presque du Barry White. Comment? C'est presque du Barry White. Oh, exactement. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça. En plus avec la puissance en plus. Pas besoin de micro. Voilà, Oui, voilà, oui, c'est ça. oui. C'est ça. Ah oui, faut dire que ce soir, il y avait 0 micro sur scène. Voilà. Et sur la centaine de spectateurs, il n'y avait aucun problème pour écouter. Julien, vous êtes quoi, vous? Moi, je suis ténor. 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 C'est la voix la plus aiguë des hommes. Voilà. Voilà. Voilà, à peine, Et il a d'ailleurs des aigus On formidables. ne peut pas avoir un extrait. Oh, bravo, Alors, bravo, Julien. Là, comme c'est une voix très aiguë, il y a quoi la différence entre les castrats et les ténors? Le problème du castrat, c'est qu'il a été, on lui a enlevé une partie de son anatomie pour changer. C'est vraiment vrai ou c'est une légende? Non, c'est vrai. Et ça change la biologie, la chimie du corps. Et en fait, la voix d'enfant reste, d'accord. mais elle vient avec un matériel d'adulte. Donc c'est une voix qui est, selon les dires, je me suis un peu renseigné là-dessus, ça faisait des voix très impressionnantes, très aiguës comme des femmes, mais avec beaucoup de puissance. Mais je suis que ténor, moi. Hein. Quel est... Bah, oui, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un enfant qui était autour de lui, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Quelle est votre actualité à chacun? Moi, juste après ça, je vais en Allemagne pour chanter la Valkyrie de Wotan dans la Valkyrie.
Et donc voilà, le gros que j'ai entamé ce soir, débuté ce soir comme ça avec piano, et là ce sera avec orchestre la semaine prochaine, donc en Allemagne. Alors, une petite question. Lorsque vous chantez ces œuvres, vous les chantez en plusieurs langues, en italien, en allemand, en français, Tchèque. en anglais, en tchèque, en russe, tchèque. En russe. Est-ce qu'il faut, espagnol. Est-ce qu'il faut Toutes les connaître la langues. langue pour chanter ou c'est C'est mieux. Connaître la langue, non. Il faut savoir ce qu'on raconte. On est obligé de Oui, traduire. bien sûr. On est obligé de traduire ce qu'on on a. On va voir un coach. Donc c'est que de la mémoire pour chanter en langue étrangère que vous maîtrisez pas. Bah, il faut de toute façon apprendre par cœur, que ce soit en français ou en italien Ouais. ou en n'importe. Mais le principal, c'est de savoir ce qu'on dit pour pouvoir transmettre un message. Vaut mieux savoir Le micro ce qu'on devant dit. vous, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Il faut savoir ce qu'on dit pour transmettre le message qu'on veut raconter. À chaque fois qu'on chante quelque chose, on raconte des mots. Donc si on annonce des syllabes sans savoir ce que ça veut dire, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut toujours de toute façon faire ce travail de traduction très précis et qui prend beaucoup de temps quand on ne parle pas la langue et qui est beaucoup plus facile quand on parle la langue, évidemment. Alors, est-ce que vous chantez autre chose que du lyrique, c'est-à-dire du contemporain? Mais ce soir, Oui. ce soir, on a fait ce soir. Madame, Oui. j'adore. Tu m'as dit que tu étais rock and roll girl. Yeah, I'm a rock and roll girl. Yeah. I mean, j'adore opéra. Moi, non, je ne peux pas dire ça. Vraiment, j'adore pas opéra. Mais j'ai chanté opéra depuis 42 ans. Et bien sûr, c'était mon métier, mais je suis une femme de rock and roll. You know, guitare. Yeah. Tu Julien, chantes de votre- musique, country music, des choses comme ça. No. Rock and roll. Rock and roll. Roll. Musical, of course. Oh, musical. Oui, bien sûr. Le Mi- musical Michel, puisque vous américain. avez la parole, votre actu, c'est quoi? Eh bien, mon actu, j'ai un enregistrement avec un baryton en Pologne dans quelques jours, dans une semaine. Et après, j'ai pas mal de concerts cet automne avec toutes sortes de chanteurs. Voilà. Julien? Moi, je pars dans 15 jours au Québec pour faire Lucie de la Mermour de Donizetti. Jennifer? Je vais chanter une mondiale première d'un compositeur, Kevin Putz. Il a fait The Hours au Metropolitan Opera. Et je vais chanter Driving Miss Daisy à Atlanta Opera. Ah oui. Oui, ça sera très intéressant aussi. Madame, Je connais. messieurs, merci de nous avoir accueillis ici, sur ce plateau. Merci. Merci Je à vous souhaite vous. le meilleur du meilleur. Et puis, à très bientôt sur Quai Télé. Bye bye. Merci. Bye bye.